Salut, je suis ravie de te recevoir ici aujourd'hui. Ravie d'être reçue ici aujourd'hui. J'espère que mon téléphone ne va pas nous lâcher avant la fin, parce que j'ai un On peu va voir. peur Eh, du résultat. eh bien, s'il lâche, on trouvera une solution. Ok. On trouvera. En tout cas, tu as plein de fans par ici. Tu as plein de fans qui suivent tes projets, ton projet 30 jours que tu viens de faire, qui te suivent aussi peut-être sur Twitch. Donc, c'est top. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors, et la première question, c'est que moi, quand je suis allée voir sur ton site et tout, j'ai pas trouvé ton vrai prénom. Je suis pas arrivée à trouver. Donc, déjà, première chose. Je m'appelle Lauriane. Ok. Donc le lot de l'ODEM vient de Lauriane. Tout basiquement, c'était pas très compliqué. Je pense qu'on peut le retrouver quelque part sur Instagram et tout. Mais c'est vrai que je l'ai enlevé, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitch, etc. J'essaye plutôt d'apparaître sous le pseudo de l'ODEM et moins par mon prénom, même s'il reste trouvable quand même. Ok. Euh, Venu de toi. Comment on est venu à la céramique? Donc moi, de ce que j'ai vu, en fait, tu dessines quand même super bien et depuis longtemps. Donc je me suis imaginé que c'était plutôt une reconversion vers la céramique, mais peut-être pas du tout. En fait, c'est pas vraiment une reconversion parce que moi, je sors tout juste des études, mais j'ai fait des études de beaux-arts, dessin, en effet, parce que enfin, je pense que depuis que je suis toute petite, on me dit que je vais être artiste, que je vais dessiner parce que j'ai tout le temps dessiné. Donc, je me suis jamais trop posé la question. Je me dis, ouais, bah, genre, je vais partir dans des études d'art, je vais être artiste. Mais artiste, bah, c'est quand même un peu large, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est D'ailleurs, tout et rien. ça veut dire Et, euh, et donc, je suis partie dans des études d'art. Donc, j'ai fait une prépa art. Je suis allée ensuite à Londres, à Camberwell College of Art, dans la section Beaux-Arts, avec enfin, la section Beaux-Arts dans cette école, elle est divisée en 4 parties. Donc, moi, j'étais dans la partie dessin, où le dessin était vu comme une fin en soi, mais aussi juste un process pour arriver à quelque chose. Et donc, j'ai fait un bachelor, donc j'ai fait les 2 premières années comme ça. Alors, c'était trop bien. Il n'y avait pas vraiment de cours, mais en fait, c'était une super grande école avec plein d'ateliers, des ateliers de photographie, du travail du bois, travail du métal, tout ce qu'il fallait pour faire tous les types d'impressions. Une salle où on avait notre espace et on pouvait créer et faire nos pièces. Et il y avait un atelier de céramique. Mais j'y suis pas trop allée au début. J'y suis allée en deuxième année pour la première fois et j'ai eu une démo, j'ai pris une balle de terre et évidemment c'était un échec et j'ai pris peur et je suis partie pendant un an. Je n'ai pas remis les pieds dans cet atelier. Mais quand je suis arrivée en troisième année, je faisais du dessin de paysage principalement. Euh, je viens de Grenoble, à partir du moment où j'ai quitté Grenoble, c'est un peu le paysage qui est venu dans mes dessins. Et donc, je faisais des dessins au stylo où je passais des heures sur des grands formats. Et quand je suis arrivée en troisième année, là, c'était un peu la panique parce que je me suis dit, bon, les deux années là, c'était cool, c'était chouette. J'ai pu créer sans trop avoir à me soucier du futur. Mais je sais pas comment, enfin, qu'est-ce que je fais après cette année-là? Parce que là, la troisième année, bah, il y avait rien après, genre, c'était le grand vide ou le grand saut. Et, hum, et je me suis sentie un peu perdue parce que j'aimais dessiner, j'aimais les dessins, mais je me voyais pas forcément les pousser plus loin. Et je me suis dit, j'ai pas encore fini mes études. Être artiste, genre vivre de ses dessins, de la vente et tout, c'est quand même assez difficile. Et si en plus, avant même d'avoir fini les études, t'as pas envie de pousser tes dessins plus loin, c'est un peu compliqué. Et donc là, je suis allée dans l'atelier de céramique en janvier 2019. J'ai testé de faire un peu du modelage. J'ai fait des petits modelages de morse. Et surtout, j'ai redemandé une démo de tour parce qu'il y avait un technicien dans cet atelier. Donc, il n'avait pas le temps de donner des cours. Il devait gérer l'atelier pour toute l'école avec tous les fours, l'espace de moulage, de plâtre, etc. Il ne pouvait pas donner de cours. Et donc, il a refait une démo. Et j'ai commencé. Et là, je me suis accrochée. Et là, ça m'a vraiment plu. Là, c'était un peu le là, coup de foudre immédiat. Je pense que comme j'étais perdue dans mes dessins,
là, je l'ai vraiment vu comme je l'ai vu comme une fin en soi. Je pense que je voyais quelque chose derrière. Alors, j'étais nulle, hein, parce que normal, je commençais en plus sans cours, donc j'avais pas vraiment de retour. Mais j'ai vraiment fait. Je me suis dit, ok, je vais faire ça. Là, j'ai 6 mois, je vais m'entraîner. J'ai même, pendant ces 6 mois, fait une candidature parce qu'il y avait la manufacture de Sèvres qui réouvrait leur truc d'apprentissage. Mais alors, bon, évidemment, une petite fille qui faisait de la poterie depuis 3 mois, je pense qu'ils ne voyaient pas trop la former. Ils ont bien une raison d'ailleurs, parce que je ne serais sans doute pas restée. Donc, ils ont pris la bonne décision. Mais je me suis accrochée et j'ai commencé à intégrer les dessins dans les pièces parce que pour le coup, mes pièces n'étaient pas terribles. Mais je savais dessiner. J'ai mélangé un petit peu les deux et j'ai fait des grands panneaux de carreaux de faïence. Comme ça, pour le coup, c'était plus du dessin, mais c'était sur de la céramique. Et c'est ce que j'ai présenté pendant mon diplôme de fin d'année. Ça a bien plu, j'en ai vendu quelques-uns. J'ai vendu un vase aussi que j'avais présenté. Et donc, grâce à ça, quand je suis rentrée en France, j'ai pu acheter mon tour. Et j'ai été assistante pour une artiste peintre pendant 1 an et demi qui, elle, faisait un peu de céramique, qui l'intégrait de plus en plus aussi dans son travail. Donc, elle avait un four. Et donc, j'ai pu avoir accès à ce four-là et un espace pour pouvoir mettre mon tour planche, tréteau et puis m'entraîner. Donc, je me suis formée un peu, enfin, auto-formée pendant 1 an et demi, 2 ans. Ok. Bon, ben, c'est top. Et même au niveau des cuissons, ça a été un partage avec la céramiste avec laquelle tu étais, qui t'a aussi plu. Et oui, et toi, tu avais tout ce bagage auparavant de dessin, de réflexion là-dessus. Et la céramique, ben, c'est venu, oui, c'est venu petit à petit par toi-même. Bon, ben, super. C'était un peu une évidence quand j'ai commencé. Euh, Mon oncle était potier aussi, mais j'ai pas vraiment fait de poterie quand j'étais petite. Mais c'est pour ça que je pense que quand j'ai commencé, euh, je me suis dit, ok, je vais être potière. Je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais être potière. Et ça me faisait moins peur que l'idée d'être artiste parce que il y avait un truc qui était plus concret où je connaissais quand même quelqu'un qui avait fait toute sa carrière en étant potier. Et donc ça me semblait possible, ça me semblait plus accessible. Et beaucoup plus concret en fait que juste artiste avec un grand A. Donc c'est un peu pour ça. Toi, tu fais beaucoup la distinction de artiste. C'est quelque chose justement qui n'est pas forcément fini. Pour toi, c'est quoi être un artiste? Je ne sais pas si c'est trop la distinction, mais en tout cas, dans mes études, j'ai eu la sensation qu'il y avait cette grosse distinction. C'est aussi un truc qui m'a, je pense, qui m'a fait partir de cette section plus beaux-arts parce que justement, j'avais vraiment la sensation qu'il y avait cette distinction entre beaux-arts et artisanat. Et même moi, dans la manière dont je dessinais, j'étais un peu plus catégorisée dans l'artisanat parce que je dessinais pour faire des traits sur un papier, mais donc j'étais plus dans le faire que le concept derrière mon travail. Donc franchement, je saurais pas donner cette définition parce que moi, je trouve que les deux travaillent bien ensemble et que juste faire sans forcément avoir un concept derrière, c'est déjà quelque chose. Donc je vois tout autant la poterie comme un art qu'un peintre avec un tableau. Là-dessus, tu vois, moi, je suis ouverte. Hein, tu vois, je pense que la poterie, c'est un super artisanat. Certains la pratiquent comme de l'art. Voilà, parce que là, quelquefois, c'est décorrélé ben, du concret, du pratique, du manuel, de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Mais tu vois, c'est pour ça, c'était vraiment une question ouverte. Parce que là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de vérité et c'est justement intéressant de voir. Regard, son regard et sa vision de la chose. C'est vrai que moi, je pense que j'ai jamais réussi vraiment à donner une définition. Pendant 3 ans, on m'a demandé de définir ce que je faisais. Et je crois que justement, à la fin, là où j'ai réussi à me définir, c'est qu'en fait, ça avait peu d'importance pour moi et qu'on pouvait me mettre dans une case ou dans l'autre. Ça n'avait aucune importance pour moi. Je voulais juste faire quelque chose, que ce soit considéré comme de l'art ou de l'artisanat. Franchement, peu m'importe. Alors, moi, j'avais une première question. Quand tu es partie en Angleterre, tu savais parler anglais avant de commencer tes études? Oui, j'aimais beaucoup parler anglais. Je pense que j'ai eu mon bac grâce à l'anglais. Mais j'aimais déjà beaucoup parler anglais, donc j'avais un bon niveau. Euh, Justement, quand j'ai candidaté, ensuite, j'étais acceptée sous réserve d'avoir, je ne sais plus combien de points pour l'IELTS ou un truc comme ça, enfin les tests d'anglais. Donc ouais, j'avais un bon niveau avant. Une question qui est arrivée. Comment est-ce que tu as fait pour trouver ton boulot d'assistante? Bah, c'était la mère d'une amie avec qui j'ai fait ma prépa qui cherchait.
Et donc, une amie nous a mis en contact et en plus, elle n'était pas très loin de là où j'habitais, donc c'était parfait pour l'occasion. Ok, bon, ben, donc là, c'était au mois d'octobre, je pense. Tu t'es lancé dans le défi 30 jours, dans un défi 30 jours. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Pourquoi est-ce que tu t'es mis ça comme objectif? Alors, Linktober, c'est un truc assez classique dans le monde de l'art. Maintenant, c'est un peu un rendez-vous pour plein d'illustrateurs au mois d'octobre. Il y en a même qui le préparent en amont, justement, pour pouvoir faire cet Inktober. J'ai déjà essayé de le faire plusieurs fois en dessin. J'ai jamais tenu, j'ai jamais fait les 30 jours parce que c'était en loisir que je le faisais. Et du coup, j'avais pas cet objectif où c'était pas important de le finir, c'était pas grave. Et là, franchement, je n'avais pas du tout prévu de le faire. C'était, je pense, genre, fin septembre, le 28 septembre, je me suis dit, allez, C'est et ça. si je me lançais? Parce que c'est Kay Evan, qui est illustratrice, qui a fait cette liste en collaboration avec Canson. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle le Canson Tober, où elle a créé elle-même sa liste d'Inktober en se basant sur des devantures ou des noms de bâtiments. Parce qu'elle, c'est ça, enfin, une grande partie de son travail, c'est des devantures. Et donc, elle a fait cette liste qu'elle a partagée, parce que l'intérêt, c'est aussi que tout le monde puisse le faire et qu'on voit les créations de tout le monde. Et il y a pas mal de thèmes qui m'ont un peu inspirée. Et je me suis dit, ah, mais ça, en mug, ça pourrait être sympa, ça pourrait être fun. Donc, j'ai commencé à dessiner 1 ou 2 mugs. Et puis, quand j'en ai eu 8 ou 9, je me suis dit, ah, en vrai, je pourrais peut-être le faire. Ouais, mais c'est pas raisonnable parce que octobre, faut commencer la production de Noël. J'avais une collection que je voulais finir aussi. Et puis, je me suis dit, bah, allez. Je lui ai demandé si elle était OK pour que je vende les pièces après, à la fin, parce que je me voyais pas le faire si je pouvais pas le vendre à la fin. Parce que je me suis dit, ça va me prendre un mois. Je peux pas juste mettre un mois de production en pause. Et qu'est-ce que je vais faire avec 25 mugs surtout? Enfin, je saurais pas où les stocker. Donc, donc je me suis dit, allez, vas-y, on essaye. Et puis en plus, ça a vachement plu, donc ça m'a motivée aussi, je pense, à tenir jusqu'à la fin, même si j'ai enlevé quelques jours, parce que j'avais des vacances en famille à la fin, des trucs qui étaient prévus, et puis il y avait des thèmes qui m'inspiraient un peu moins, donc je me suis dit, ça sert à rien de me forcer. C'était déjà très intense de créer un mug par jour et la vidéo qui va avec et faire le montage, surtout que je suis pas à l'atelier les dimanches. Donc il y a des jours où j'ai dû faire 3 ou 4 mugs pour prévoir que j'allais pas pouvoir les faire les jours d'après, mais c'était une chouette expérience, je suis contente. Et puis ça a vachement plu. Donc Ben, je suis assez contente là-dessus. je t'ai connu grâce à ça. Et j'ai plein de personnes qui m'ont parlé de toi. Tu vois, parce qu'au final, c'est clair que faire un 30 jours dans la céramique, moi, je me suis posé la question de faire ça il y a 2 ans. Et, euh, et ouais, je l'ai pas fait. Ouais, mais enfin, surtout que là, j'ai fait le façonnage, mais après, c'est pas possible de faire une pièce en une Pas journée. et tout. Voilà, t'as fait voilà, t'as fait la mise au point. Après, tu réalisais la pièce et après, tu travailles beaucoup aux engobes. Donc, tout ça, c'est quand même Ouais, un chouette boulot aussi. ouais, c'est ça. Et puis après, en fait, j'ai continué sur le mois de novembre pour finir les pièces. Et évidemment, comme en fait, c'était aussi, je pense que pour moi, c'était une bonne opportunité pour juste créer des trucs et m'amuser. Parce que je pense que quand on est potier, quand on a des collections en tête, on a quand même cette idée de rentabilité aussi en tête. Enfin, une pièce, on la fait pour soi et on va imaginer des pièces qui nous plaisent, mais il faut aussi que ça plaise derrière. Donc, des fois, c'est assez difficile, je pense, de se dire, tiens, là, je vais prendre le temps pour tester des trucs que j'ai en tête mais que j'ose pas faire parce que il faut que je fasse aussi cette production que je vais vendre ensuite à Noël. Donc là, c'était un peu l'occasion de me dire, tiens, j'ai des thèmes, je vais imaginer des trucs, enfin, fous ou non, mais des trucs qui me viennent en tête. Je vais tester des techniques. Au pire, ça marche pas. Et au mieux, je les réutiliserai plus tard. Donc ça, je suis contente de l'avoir fait pour ça. Parce qu'il y a des trucs, il y a des pièces que j'ai fait justement. Maintenant, je me dis, ah ouais, ça, je vais peut-être le reprendre. Ça peut être intéressant pour ça. J'ai mélangé des trucs. Je me dis, à tout moment, ça fissure. Et en fait, ça a tenu. Donc, c'était une bonne occasion pour ça de me dire, vas-y, là, tu t'autorises pendant un mois à lâcher prise un peu sur la création des pièces et juste tester et juste s'amuser. Ouais, mais c'est ça, Minière. Je pense que c'est ça qui est vraiment bien. Ça te fait sortir de la zone de confort.
ça te fait sortir aussi, ben, quand tu es petit, tu as tout ce travail en série, au final, tu n'es pas très créatif. Donc là, tu es obligé d'être créative pendant ce laps de temps, quoi. Ouais, là, c'est l'objectif. C'est ce qu'il faut, c'est le seul truc important, vraiment. Donc toi, donc, as été créative, tu es quelqu'un de créatif. Comment est-ce que tu travailles cette créativité? Quel est ton processus créatif et quelle est la part du dessin dans ton processus créatif? Je pense qu'au début, quand j'ai commencé le dessin, je l'ai vraiment mis de côté. Parce que j'ai des séries de formes assez simples, parce que je viens dessiner sur les pièces. Donc j'avais besoin d'avoir des formes assez simples sur lesquelles j'allais dessiner. Mais je dessinais pas trop les pièces. Je pense que j'ai commencé à dessiner des pièces assez tard. Mais vraiment, je tournais, je faisais des tests, je voyais un peu ce qui marchait. Et puis, j'aime bien aussi juste me mettre sur le tour et puis tourner des trucs. Et ensuite, je la regarde et je me dis, ah tiens, ça pourrait être ça. Maintenant, c'est vrai que je commence à les dessiner un peu plus. J'ai deux collections. J'ai une collection, du coup, où c'est le dessin qui est plus, enfin, la forme est au service du dessin. Et j'ai une collection maintenant où le dessin est plus au service de la forme. Et donc là, j'ai commencé à dessiner les pièces parce qu'en fait, je faisais plus attention aux silhouettes. Alors qu'avant, c'était un peu moins important pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, je commence à dessiner un petit peu, ou alors je vois une pièce et je me dis, ah tiens, ça pourrait être intéressant, mais peut-être qu'en fait, il faudrait faire le pied comme ça. Donc j'ai mon petit carnet, un petit carnet à spirale sur lequel je dessine plein de trucs. Il y a certaines pièces, je pense, qui verront jamais le jour. Mais là, justement, pour le mois d'octobre, ça m'a beaucoup aidé de les dessiner. J'avais besoin de les dessiner pour pouvoir réfléchir à ce qu'il y avait. Donc, j'avais Pinterest d'un côté avec des idées de devanture, de lieux, etc. pour voir un petit peu ce qui pourrait être intéressant. Puis j'ai commencé à dessiner. Après, je m'en détache plus ou moins, ça dépend. Mais c'est vrai que ça dépend pas mal des pièces que je fais, des collections auxquelles elles correspondent. Mais le dessin maintenant, je pense que j'ai aussi de plus en plus envie de dessiner à nouveau. Je crois que ça m'a fait du bien de me couper un peu du dessin, mais c'est aussi quelque chose qui me manque. J'aime dessiner. Et donc, j'aime aussi juste dessiner des mugs, même si je les fabrique pas après. Donc, ça dépend un peu. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner c'est pour s'enlever cette pression autour du dessin? Parce qu'il y a plein de céramistes qui osent pas, quelquefois, alors soit qui veulent pas, et ça c'est un choix, et quelquefois qui osent pas passer par l'étape dessin et croquis et tout, parce qu'ils se mettent trop de pression au fait peut-être de bien faire, ou tu as sur différents points. Toi, par exemple, ton carnet, comment est-ce que tu l'appréhendes? Et est-ce que quel conseil tu donnerais? Le truc, c'est que moi, j'ai deux types de carnets. J'ai des carnets de croquis et vraiment carnets de dessin, où là, moi-même, j'ai besoin de conseils parce que j'aimerais ne pas réussir à faire ça, mais je réfléchis à la composition de mon carnet. Ah, Donc, et ça, c'est très mauvais. Enfin, non, c'est pas forcément très mauvais, mais pour un truc de recherche, de croquis, c'est, ça devient vite un peu problématique parce que je me dis non, mais sur cette page, en fait, comme là, j'ai un dessin à la plume, il faudrait ici que je fasse une gouache parce qu'après, avec les couleurs, ça va bien marcher comme ça et la composition, c'est vraiment le pire truc. Mais sur mon carnet, ça, c'est mon carnet d'atelier. Et en mhm. fait, l'avantage, comme c'est mon carnet d'atelier, c'est il est moche. Il y a de la terre de partout. J'ai des calendriers ici de ce que je dois faire. Donc j'ai des croquis de pièces un peu par-ci par-là. Genre là, j'ai des pièces du Canson Topper. Mais donc, en fait, le carnet, il est tellement déjà moche et bordélique de base qu'un croquis, euh, qu'un croquis un peu nul dessus et gribouillé et raté, c'est pas très grave parce qu'il y a des trucs de marqueurs de fluo, il y a des ratures de partout. Donc ça, je sais que ça, c'est un carnet où je m'en fous de ce qu'il y a dedans. J'écris tout et n'importe quoi. Mais après, j'ai ces carnets de dessin où là, j'ai plus de mal. Parce que c'est un beau papier aussi, j'ai pas envie de le rater, j'ai envie que quand je tourne les pages, ce soit, je sais pas, une continuité. Donc, je sais pas, avoir un carnet moche où on fait toutes les notes. J'aimerais bien avoir ce carnet de forme, mais je sais que si je commence un carnet de forme, là, je vais réfléchir un petit peu plus au truc. Mais surtout, comme j'ai pas de formation non plus, moi, j'ai jamais appris à dessiner avec vraiment les cotes. Je sais que moi, j'ai des amis qui enfin, qui dessinent leurs pièces, mais ils font les cotes, etc. Alors que moi, ça, j'en ai aucune idée. Je sais même pas trop comment on va calculer tout ça. Je sais pas vraiment ce qu'il faut. Donc je dessine un peu des trucs et puis
je vois ce que ça donne. Mais un carnet moche, ça aide. Les codes, c'est toi qui les définis par rapport à la pièce que tu vas avoir à la fin. Ouais. Quelques respects au niveau des côtes, au niveau des proportions que tu dois avoir entre le pied, par exemple le pied et l'ouverture. Mais après, tout le reste au niveau des côtes, ou après, tu as quelques réglementations de dessin technique, mais tu as les côtes, ça c'est toi qui. Sur le tour, je vois un peu, j'ai le dessin, vite fait la silhouette, et puis je vois. Mais c'est vrai que je fais la distinction. Enfin, et puis en fait, ça, c'est un carnet à spirale avec des lignes, c'est pas un carnet de dessin. Donc, comme, ouais, enfin, ma première page, en fait, c'est un calendrier. C'est c'est- c'est moche, donc ça m'enlève la pression pour les pages d'après. Je pense que rien que ça, en fait, c'est parce que psychologiquement, si la première page, elle est belle, on se dit, il faut que le reste, il soit beau. Alors que non, ça, c'est un carnet d'atelier, de recherche. Je vais mettre des pourcentages dedans, je vais mettre mon planning de la semaine, je vais mettre le poids des colis que je dois envoyer. C'est un peu toute ma tête que je mets là-dedans et je pense que ça m'enlève un peu cette pression d'avoir des trucs beaux dedans. Ah ben c'est top. Il y a quelqu'un qui met, c'est à cause de ce qu'on c'est à cause de ça qu'on m'avait conseillé de commencer chaque carnet par un truc moche sur la première page, mais c'est pas toujours facile à respecter. Au moins comme ça. C'est facile. Si j'ai un carnet de dessin, si je fais un truc moche, la première page, je vais déchirer Ah. cette page. Donc, je comprends le stress. Donc, toi, tu es t'es connu donc, pour ta créativité, pour le dessin, et tu es aussi connu pour Twitch. Tu es l'une des qui s'est lancée là-dedans. Déjà, comment ça t'est venu cette idée voilà. Naturellement, je pense. Moi, Twitch, c'est une plateforme que je consomme depuis longtemps maintenant. Je regardais du jeu vidéo dessus. Et je joue pas mal à côté. Enfin, je jouais, parce que malheureusement, j'ai choisi un métier qui me donne très peu de temps libre et de loisirs. Donc, je jouais pas mal à World of Warcraft. Et sur le channel Discord de ma guilde avec qui je jouais, je faisais parfois des streams poterie pour eux. Je filmais un petit peu, je me mettais sur Discord et donc ils regardaient. Et surtout aussi en amont, il y a une streameuse, Avamind, qui m'a contactée à un moment pour faire un live avec elle sur Twitch. Parce qu'elle voulait découvrir la poterie. Donc elle est venue dans mon atelier et elle a fait un live donc, où moi je lui ai montré. En fait, je lui ai fait un cours de poterie, je lui ai montré le tournage, on a parlé de décors, techniques, etc. C'était super intéressant. C'était ma première expérience en étant devant la caméra. Mais du coup, j'étais accompagnée, j'étais pas toute seule. Et après, j'ai streamé du coup pour mes amis sur Discord. Et ils m'ont dit, ah, mais vas-y, lance-toi sur Twitch. Enfin, nous, on regardera. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres gens qui seraient intéressés. Mais j'avais juste mon téléphone. Donc, je ne l'ai pas fait pendant un moment. Et je pense 4-5 mois après, je me suis acheté un iPad pour Noël, un iPad reconditionné en me disant, je vais dessiner avec. Et surtout, je vais l'utiliser pour commencer à streamer. Donc, j'ai commencé en janvier 2020. 2022. Ça va faire bientôt 2 ans. On va fêter les 2 ans en janvier là, où je streamais avec mon téléphone sur un trépied et j'avais sur l'iPad le chat Twitch qui défilait justement pour pouvoir interagir. Mais donc mon équipement c'était mon téléphone qui faisait la vidéo et le micro. C'était pas incroyable, mais j'ai commencé avec ça et ça m'a bien plu parce que c'est quand même un métier qui est très solitaire. Et à ce moment-là, j'étais encore toute seule dans mon atelier. Ça faisait 1 an que j'étais toute seule dans mon atelier. J'avais pas forcément beaucoup d'interactions sociales avec des gens. Et donc là, ça m'a permis de montrer mon travail, de travailler avec des gens. C'est-à-dire pendant 2-3 heures dans la journée, je discutais, euh, je discutais avec des gens qui regardaient, qui me posaient des questions, qui s'intéressaient. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont maintenant un peu plus curieux de la céramique en ayant regardé les lives. Et ça, je pense que c'est un des meilleurs compliments qu'on peut me faire quand il y a des nouvelles personnes qui viennent sur mes lives et qui posent des questions techniques. Je suis plus la seule à pouvoir y répondre parce qu'il y a des habitués qui n'ont jamais fait de céramique, qui maintenant s'y connaissent, qui vont expliquer ce que c'est la barbotine, comment on cuit, les différences entre grès et faïence. Et ça fait un peu chaud au cœur, j'avoue. Ah ben, c'est bien. Donc, ouais, donc au final, tu t'es lancé avec ta tablette. Ouais. Et c'est tout, quoi. Et peut-être un micro Non, pour non, non, c'est le micro de mon téléphone. qui peut pas.
juste mon téléphone. Et même au tout début, j'avais pris un vieux téléphone pour avoir le chat. Donc j'avais juste deux téléphones. Mais alors je voyais le chat sur un truc comme ça, c'était pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'iPad pour avoir un peu plus grand écran. C'est d'ailleurs toujours l'iPad qui me fait mon retour chat quand je travaille sur le tour. Mais maintenant j'ai acheté un PC, j'utilise mon boîtier d'appareil photo, une petite webcam. Et puis du coup, ben, Avamind, avec qui j'ai fait ce premier live, m'avait offert un micro que j'utilise toujours aujourd'hui. Donc maintenant j'ai un petit peu élevé le niveau. Et comment tu fais pour arriver à rester concentré et tout, tu vois, quand tu tournes, ça te dérange pas d'avoir, je sais pas, ça te perturbe pas d'avoir Twitch à côté ou quoi ou... Si je fais du tournage, comme rien que le tournage, la position dans laquelle je suis, enfin, je suis vraiment face au tour, je suis face à ma pièce, j'ai les mains dans la terre, donc je peux pas vraiment changer d'activité. Euh, j'ai ma tablette qui est juste en face, donc j'ai juste à lever les yeux pour regarder, mais je peux encore, enfin, je veux dire, je peux toujours monter ma vague en regardant autre chose. J'ai pas besoin des yeux pour monter la vague. Donc quand je tourne et que je tourne, ça va, je suis assez concentrée parce que on peut pas trop me déconcentrer, même si je suis évidemment plus lente en stream qu'en temps normal. C'est normal, hein, je vais changer, mais c'est aussi un mode de communication, donc c'est important. Par contre, quand je suis à mon bureau et donc j'ai les mains plus ou moins propres, que je suis en train de poser des anses ou de garnir des trucs, là, je suis très très facilement déconcentrée. Donc, si j'ai besoin de vraiment avancer, je vais annuler un live parce que je sais qu'à tout moment, on va commencer à discuter d'un truc et puis je vais aller montrer une pièce et puis c'est passé 1 heure et demie et j'ai posé une anse, quoi. Ouais. Et tu t'en prévois combien par semaine de ça, de live? Tu C'est 4 lives par semaine. Donc le mardi, mercredi, jeudi de 13h à 16h environ. Et le vendredi, je fais une petite matinale, donc je commence à 9h30, 10h jusqu'à midi, midi et demi. Ok. Bon, ben, c'est bien, ouais. Ouais, oui, au final, c'est la vie de la céramique sans filtre. Et on te sent que tu parles, que tu parles pas, que tu sois dans la pièce, que tu ailles recycler ou quoi. Les gens, ils sont là et puis après, tu fais ta vie, quoi. Ouais, bah, après, je, je prévois aussi si je sais qu'il y a une après-midi où il va falloir que je fasse, que je recycle de la terre, que je lance un four, que je tourne 2 pièces et qu'ensuite j'aille poser 3 anses et que vraiment je vais courir un peu partout dans l'atelier. Je sais que là, c'est pas trop possible de faire un live parce que je vais courir partout. Mais donc généralement, je vais me poser pour une session de tournage ou une session de tournasage ou une session, enfin pause de anse. Mais comme on travaille en série, la plupart du temps, je peux dédier une après-midi à une activité. Ok. Bon, ben, c'est cool. Donc, tu as plein de gentils commentaires. Oui, Par exemple, ça fait un moment que je regarde les lives de Yoden et en me lançant dans la céramique, que ce soit pour ses pièces ou ses lives, elle m'inspire beaucoup. Bravo pour ton travail. c'est gentil. Non, mais je reçois beaucoup de soutien Bon, sur les réseaux sociaux et via les lives parce que c'est vrai que l'engagement il est aussi différent sur Twitch, vu il y a quand même un échange qui est très différent sur Instagram où les personnes dans le chat interagissent entre elles aussi. Moi, je peux répondre en direct et donc on peut avoir des conversations sur la céramique ou enfin, sur un pain au raisin ou quoi que ce soit. Donc, et ce serait quoi, c'est quoi pas. la, c'est quoi la différence que tu vois, par exemple, entre Instagram et Twitch? C'est pas intime parce que il y a quand même cette barrière. Donc, on parle souvent du parasocial sur les réseaux sociaux, mais donc, mais c'est rien que le fait que ce soit en direct, c'est pas sur un live Instagram, c'est aussi à peu près la même chose, mais c'est vrai que la plateforme de Twitch est vraiment faite pour ça, faite pour l'interaction, alors que sur Instagram, ça va être des échanges, ça va être des messages, donc il y a un décalage en plus. Je trouve sur des photos, là, on va passer parfois 2 heures et demie ensemble. Alors, il y en a beaucoup qui travaillent pendant qu'ils ont le live en fond, mais donc, moi, les photos, je les reconnais plus, ou les gens me connaissent plus que moi, je les connais. Ouais, Mais il y a des habitués qui sont là maintenant depuis 2 ans. Bon, bah, je sais un peu ce qu'ils font dans la vie, je sais un peu leurs aventures, je sais que leur chat a renversé la litière le matin. Enfin, il y a des discussions qui sont plus personnelles aussi souvent des deux côtés. Donc, ça crée un lien et un attachement tant, qui est différent.
tu as plus de temps au final, tu Il y y a as plus de temps, bah ouais, parce que sur Instagram, ça prend du temps de répondre aux messages. Et puis, je vais pas commencer sur les DM Instagram à raconter que ce matin, j'ai raté mon train et que du coup, il s'est passé ça et qu'il s'est passé ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais sur Twitch, l'intérêt, il est juste dans les anecdotes, l'interaction comme ça. Rien que l'interaction aussi quand je travaille, je peux approfondir un peu plus ce que je fais. Donc, Ah, bah, c'est c'est plus intense, on va dire. ah, bah, c'est bien. Nous avons une question, alors que je la retrouve, qui met tu utilises vachement de modelage, c'est très précis. Je la retrouve pas, donc je regroupe tout. En gros, tu fais beaucoup de modelage, c'est très précis ce que tu fais. Est-ce que tu as des outils particuliers à conseiller pour avoir un rendu aussi précis que ce que tu as fait? Je sais pas du tout. Le modelage, je l'ai pas mal utilisé là pour le mois d'octobre. Sinon, c'est vrai que je modèle pas trop ou je modèle des pièces pour moi, plus pour m'amuser. Mais alors là, je sais pas, j'ai des ébauchoirs basiques. Je pense que j'ai même volé à ma coloc. Je suis pas sûre qu'ils soient à moi d'ailleurs. Mais j'ai des ébauchoirs, je sais pas, tout ce qui est. Genre, il y en a trois que j'aime bien, genre parce ils ont une petite pointe fine. Genre, ça fait un petit triangle au bout. Enfin, un truc comme ça, là. Voilà. Ça, j'aime bien. Mais une petite éponge emmanchée, là, une petite éponge goutte d'eau pour aller dans les coins. Mais sinon, un pinceau pour lisser à la limite. Franchement, j'ai pas des outils incroyables, hein. Et pour le J'ai- séchage, est-ce que tu as des règles, toi, de séchage de tes pièces avec toutes les anses et tous les je mets tout le temps sous plastique. Je fais sécher sous plastique. J'ai pas de caisse. pièces Non, humides? pas trop. Je fais sous plastique ou j'ai des caisses en plastique s'il faut que je garde des pièces suffisamment humides pour pouvoir poser les anses. Mais une fois que j'ai fini de garnir, je mets un plastique et puis advienne que pourra. Généralement, ça passe. Ça... Généralement, c'est OK. Mais ouais, plastique quand même. Franchement, oui. C'est un peu la base, mais c'est vrai que sans plastique, Ouais, on a vite des oui. drames. Là, avec le temps qui fait ce temps-ci, c'est bon, ça passe. L'été, c'est un peu plus chaud, Ouais, quoi. non, 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 non. Je prendrai pas le risque. Plastique, j'humidifie si besoin et je vérifie régulièrement. Euh, Toi, comment est-ce que tu gères ton temps de céramiste? Déjà, est-ce que tu vis de la céramique aujourd'hui? Oui, d'accord, ok, aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que tu gères ton temps de céramiste? Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu arrives à gérer ton temps de travail? Et comment tu répartis tes heures dans la semaine? Complètement avoir par la céramique et je donne tout mon temps à la céramique. C'est un vrai problème. Comment je gère? Franchement, je sais pas trop. Je suis pas sûre de le gérer vraiment, hein. Je pense que je le subis plus que je ne le gère, mais ça fait partie des choses que j'ai encore à apprendre. Mon objectif de 2024, c'est de prendre du temps de repos. Euh, mais ouais, je sais pas du tout. Enfin, je me lève, je vais à l'atelier, je reviens dans la soirée ou alors je vais dans d'autres ateliers pour donner des cours. Et puis ensuite, quand je rentre chez moi, bah, c'est là où je vais répondre à mes mails, affranchir les colis, préparer les envois, etc. Travailler sur le site si j'ai des fiches produits à faire. Répondre aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut à la fois gérer l'atelier, l'entretien de l'atelier, gestion de la terre, des stocks, faire les pièces, produire les pièces, donner les cours. Comme je fais des envois, il faut faire les envois, il faut gérer le site, il faut gérer les emails. Comme je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, il faut gérer les réseaux sociaux, donc il faut créer du contenu. Il faut quand même faire une ou deux lessives et prendre quelques douches et manger, parfois faire des courses. Donc, ouais, pour le moment, j'ai pas de très bons conseils à donner là-dessus. Je suis prête à en recevoir, par contre. C'est plutôt ça. Euh, Toi, tes projets, est-ce que tu as des projets particuliers pour l'année à venir, pour l'année 2024? On est en fin d'année. J'ai plein d'idées, je crois, de pièces à faire. J'ai pas vraiment de genre un gros projet à sortir, mais par contre j'ai pas mal d'idées de pièces qui germent un petit peu partout, à voir ce que je vais réussir à caler dans l'année, comment je vais réussir à m'en sortir, mais ouais là mon idée c'est d'arriver à continuer un peu comme cette année, mais en prenant plus de temps pour moi, parce que l'idée c'est de faire un marathon et pas un sprint.
Et là, actuellement, je suis plus en sprint. Donc, ouais, l'idée, c'est de faire un peu la même chose. Donc, j'ai mes collections que j'aime toujours autant faire. Ça, je suis contente, même en sortant des nouvelles pièces. En fait, j'aime toujours autant faire les premières pièces que j'ai fait. Et elles reçoivent aussi toujours autant d'amour, surtout. C'est ça qui fait plaisir. Donc, j'aimerais réussir à continuer là-dessus, continuer de développer un peu les gammes et tout en m'autorisant, comme je l'ai fait cette année, à faire des pièces qui n'ont rien à voir, à explorer la créativité, etc. C'est ça qui, tu vois, je pense que c'est une de tes touches, tu vois, cette créativité, ce fait de, tu vois, ce fait d'oser sortir des sentiers battus qui fait ta force. Donc c'est clair, continue là-dedans, quoi. Et, donc, on va arriver aux deux dernières questions. Euh, Quels seraient les conseils que tu donnerais à un céramiste, à des céramistes qui commencent? Euh, J'ai toujours la sensation moi-même d'être une céramiste qui commence parce que c'est quand même assez Alors, récent. on va Mais, tourner. Quels conseils pourrais-tu aimer recevoir en débutant la céramique? C'est plus facile. ben, des cours, c'est pas mal quand même. Des formations, ça fait gagner du temps. Euh, Ça, je te conseille, mais après, ben, d'un côté, c'est bien, je trouve, d'arriver à voir un petit peu ce qu'on veut faire, mais si on se plonge complètement là-dedans et qu'on s'autorise pas à explorer d'autres choses, peut-être qu'on va aussi perdre, enfin, perdre une créativité et des idées qu'on aurait pu avoir. Enfin, je pense que c'est aussi important d'explorer, et si on peut, de prendre le temps d'explorer en testant différentes techniques, parce qu'en fait, c'est tellement vaste. Moi, j'ai pas du tout Justement, là, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je viens de m'autoriser à tester des techniques que j'ai en tête depuis super longtemps. Et donc maintenant, ça me donne de nouvelles idées pour de nouvelles pièces. Donc c'est vrai qu'explorer, c'est quand même pas mal. S'autoriser à explorer, mais c'est difficile aussi de s'autoriser à explorer quand on doit ben, en vivre. Mais Ouais, mais je pense tu que peux, on peut aussi peut-être dédier un petit laps de temps. ouais, Tu n'es pas c'est obligé ça. d'explorer, mais tu Pour soi, c'est bien. comme tu dédies une petite place dans ton four quand tu fais tes recherches Gémeaux, et bien là c'est pareil, tu dédies une petite place dans ton four aux pièces, tu as une exploration d'autres types de pièces. C'est bien aussi. Parce on se perd quand même vite dans le fait de devoir faire une série de pièces et les vendre. Mais, euh, mais à la base, et puis c'est quand même dur. Je pense que c'est un métier qui est. Enfin, je sais que pour moi, c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement. C'est assez solitaire et on peut vite se perdre dans la production et se faire complètement manger par ça. Alors qu'à la base, c'est incroyable, c'est un vrai kiff. Enfin, tourner, c'est génial. Je sais que j'ai deux fois depuis que j'ai commencé, où je suis sortie de mon atelier, où j'avais tourné toute une après-midi, je suis sortie en pleurant, mais de joie tellement j'avais eu la sensation de, je sais pas, de faire un avec la terre, ça avait bougé je les garde en mémoire et je chéris ces moments parce qu'à côté, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. Mais juste pour ça, des fois, s'autoriser à faire des trucs pour soi et à tester et à s'amuser en se disant celle-ci, de toute façon, je vais la garder pour moi, ça va être ma pièce. Ça, je crois que ça c'est important. Enfin, je pense que c'est important d'arriver à garder ce côté aussi de la céramique où, en fait, on s'amuse. C'est un médium qui est tellement incroyable avec lequel on peut faire tellement de choses que s'amuser aussi, c'est bien, c'est important Bah, pour contrebalancer. la vie, elle est quand même compliquée, donc si on peut s'amuser quelque part, c'est quand même important de continuer ça. Et puis en plus, tu vois, je sais pas, tout le monde nous oubliera à un moment donné, donc autant se faire plaisir à soi. Avoir pris ce moment pour faire un pot qui nous fait plaisir. Et puis en plus, ça peut aider pour la suite, quoi. Et pour terminer, est-ce que tu aurais trois livres, un livre, deux livres d'inspiration qui t'inspirent et que tu pourrais nous partager? Donc des livres de céramique, des livres, des romans, je sais pas, des jolis livres. Est-ce que j'aurais des livres? J'ai pas ouvert un bouquin depuis une éternité. Bon, allez, on va dire un film. Ça, je dévie. Allez, un film. Ah, mais c'est dur parce que j'ai perdu. Ne pas perdre ses loisirs, ça, c'est un conseil que j'aurais. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal perdu mes loisirs et donc franchement, je ne saurais même pas si j'aurais des films à recommander qui pourraient m'inspirer. Je pense que j'ai des travaux d'artistes plus parce Mais que c'est voilà. ça que je vois.
Dans les travaux qui m'inspirent, dont j'aime m'entourer, il y a le travail de Si, qui est une illustratrice, dessinatrice de BD, où je trouve chacune de ses illustrations incroyables. Et un de mes cadeaux de Noël, c'est de m'être offert un de ses prints, parce que je le suis depuis des années, et je suis toujours aussi émue de ses travaux et de la manière dont elle gère la couleur. Je pense que ça, c'est une illustratrice que j'ai souvent en tête, et, euh, et qui me fascine toujours. Et Déjà, déjà c'est très bien. Voilà, c'est déjà, et moi, je la connais pas, donc si après tu peux m'envoyer son compte Insta, je le mettrai. elle est incroyable. Et puis, et les BD sont très chouettes. Enfin, non, mais ses illustrations sont folles. Elle a fait la BD Anna et l'Entremonde, et qui est parfaite pour les enfants et les adultes. Donc, je recommande. Je recommande ça. Top, c'est parfait tout ça. Bon, bah, en tout cas, franchement, encore merci. Bravo pour ton boulot. Ah, on n'a pas entendu son nom. Mais on le mettra, Anita. C'est pas grave, on le mettra en commentaire. Si. Eh ben, bravo pour ton boulot. Bravo pour tout. Ben, super sur Twitch. J'essaierai de regarder. C'est, voilà, moi, On n'est pas obligé de créer un compte pour regarder. Il faut pour échanger, mais pour regarder, on n'est pas obligé. Et puis, bonne fête de fin d'année. Prends du temps pour toi. Amuse-toi bien. Et puis, à l'année prochaine. Hein. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci. C'était OK. C'est chouette. Passez de bonnes fêtes, bonnes vacances, joyeux Noël et à l'année prochaine. Allez, bye bye.